Bonsoir à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver si nombreux pour cette avant-dernière conférence de l'Académie de l'air et de l'espace que nous faisons en partenariat avec les 3 AF. Alors aujourd'hui, donc, je suis très heureux d'accueillir Christophe Bonal, qui est un grand spécialiste du domaine des débris et qui va nous parler évidemment de la situation actuelle, bien entendu, aussi des risques qu'elle présente, et ainsi que des solutions ou des pistes qui sont envisagées pour assurer la pérennité des activités spatiales du futur. Alors quelques mots sur Christophe Bonal, qui a commencé sa carrière à l'aérospatiale, puis il a continué au CNES. À l'aérospatiale, il a essentiellement traité des sujets techniques, puis il s'est occupé aussi de la TV, et enfin du développement de Ariane 5. Ce sont des grands sujets, puisqu'il était un spécialiste du secteur des lanceurs. Et ensuite, il est passé donc au CNES, où il a pris le sujet des débris en parallèle avec d'autres activités. Et là, il a été, sur la fin de sa carrière, je pense, directeur. Fin de carrière, j'ai encore 10 ans de boulot, moi. Bon, alors... Et comme tu y vas, là. Trop jeune, alors, trop jeune. Enfin, il a été directeur des avant-projets. Et puis ensuite, il est passé expert, et en particulier, il s'occupe de l'ensemble des systèmes. Voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce début de carrière, alors je vais dire, c'est pas mal. Il a été un des plus anciens à s'occuper des affaires de débris spatiaux, puisqu'il a une ancienneté sur le sujet de 31 années, si j'ai bien compris, donc ce qui est quand même rare et ce qui le mène évidemment à un niveau de spécialiste et d'expert au niveau international. Donc je vais lui laisser la parole, mais avant de lui laisser la parole, je voudrais vous signaler qu'il a récemment, qu'il est membre aussi de l'Académie internationale d'astronautique, et que très récemment, il a été honoré par un prix d'un livre littéraire, de cette association, de cette académie scientifique, et qu'il aura le plaisir de le dédicacer aussi en fin de séance à la sortie. Voilà. Et il est président de la commission qui s'occupe des débris spatiaux de cette association internationale de l'astronautique. Voilà. À toi donc. Merci beaucoup, Jean-Claude. Sympa. Bonsoir à tous, merci, c'est impressionnant, vraiment. Croyez-moi, il y a des fois où on est 5 dans la salle, on se resserre un peu pour se tenir chaud, mais là, vraiment, merci d'être venus si nombreux. Donc, d'habitude, quand on a une belle conférence spatiale, c'est quand même pour parler de l'espace beau, utile et tout. Là, non, ce soir, désolé. La question, c'est plus, est-ce qu'il y aura encore de l'espace un jour, hein. Donc, la question, c'est vraiment... quid de l'avenir de nos opérations dans l'espace. Donc ce que je vous propose, déjà, c'est en espérant que ça va marcher, voilà, on vient de me passer en Windows 2010, donc du coup plus rien ne marche, mais on va rapidement regarder un peu quelle est la situation orbitale, la situation en orbite, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, puis les risques associés, donc le risque à la rentrée dans l'atmosphère, les risques de collision, l'évolution future telle qu'on l'imagine, hein, telle qu'on la craint, dirons-nous, et ce qu'on peut faire, donc quelles sont les actions potentielles avant d'arriver à une série de conclusions. Un peu. Donc déjà, au niveau historique, c'est facile, ça a commencé avec le... oui, voilà, on va y arriver. Ça a commencé avec Sputnik, le 4 octobre 57, là, normalement, voilà, il y a une petite vidéo qui tourne. Lancement de la petite sphère ici, 84 kg, hein, c'était le tout premier satellite. Ce qu'on oublie généralement, c'est que sur la même orbite que Sputnik, il y avait ça, qui était l'étage central de la Zemyorka, R7, du Soyouz de l'époque, et donc qui faisait 6 tonnes 5 sur la même orbite. Il y avait même d'ailleurs une petite coiffe ici, protectrice, qui faisait une centaine de kilos, qui avait été lâchée sur la même orbite. Donc ce qu'on peut retenir, c'est pas très sympa pour Sputnik, mais dès le tout premier lancement, la charge utile, le satellite proprement dit, ne représentait que 1,3% de la masse satellisée. Les 98,7% du reste étaient des débris. Et encore, si on pousse l'analogie un petit peu plus loin encore, on peut dire Sputnik a émis pendant 21 jours son fameux bip-bip. Puis après, il y avait une batterie de bagnole qui est tombée en panne.
Et donc il a arrêté d'émettre, mais il n'est rentré dans l'atmosphère que 92 jours après le lancement. Donc pendant 71 jours, 71 jours, c'est-à-dire pendant les 3/4 de sa vie, il était là-haut comme objet artificiel, non fonctionnel, c'est ce qu'on appelle un débris. Donc ça, avec cet exemple, on voit la source principale des débris orbitaux, débris spatiaux, c'est tout à fait similaire. Et encore aujourd'hui, vraiment, les opérations spatiales engendrent le même type de débris qu'à l'époque de Spoutnik, des vieux étages qu'on a laissés là-haut, les satellites qu'on a laissés là-haut après leurs bons et loyaux services, les années de bons et loyaux services, et donc qui sont morts là-haut, les objets qu'on a relâchés pendant les opérations spatiales, genre des capots, des coiffes, des trucs comme ça, et puis après plein de fragments qu'on va voir un peu après. Si on regarde un peu, là je vais passer quelques planches montrant comment notre espace s'est rempli petit à petit, donc en fonction des années. C'est des planches qui viennent de la NASA, où là vous avez la Terre, là vous avez la Terre aussi, mais vue de plus loin. Et les petits points blancs ici représentent ce qu'on appelle, dans notre jargon, les objets catalogués. Alors un objet catalogué, c'est quoi? C'est un objet qui est suffisamment gros pour qu'on soit capable de le voir, de le suivre, de déterminer son orbite, donc de l'avoir dans un catalogue, même suffisamment précis pour pouvoir dire demain il sera à tel endroit, etc. etc. Donc ça, on les observe avec des radars ou des télescopes, des radars sur les orbites basses, des télescopes sur les orbites plus élevées. Okay, et typiquement, l'ordre de grandeur, c'est un objet de 10 cm, la taille du poing, en orbite basse. Alors, en orbite géostationnaire, évidemment, vu que l'orbite géostationnaire est beaucoup plus loin, 36 000 km, mais les objets sont plus gros, il faut à peu près 1 mètre. Attention également, là, sur ces diagrammes, la taille des points est tout à fait exagérée, sinon on ne verrait rien. Donc, voilà, 1960, c'est peu après Spoutnik. Bon, 65, ça commence à se peupler. 70, c'est la période de la guerre froide. 80, ça continue à bien monter. 95, 2000, 2015, on en est à peu près là. Voilà, un petit peu pire depuis 2015. Là, on voit vraiment, il y a 2 grandes régions qui nous embêtent. La première, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la région des orbites basses. Ici, c'est toute la coque autour de la Terre qui va à peu près jusqu'à 1500 km ou 2000 km d'altitude. Là, on a l'impression que les débris sont répartis de façon quasiment isotrope, un peu partout. En réalité, ils vont majoritairement du nord au sud ou du sud au nord. Donc ils tournent vraiment avec une très forte inclinaison. Dans le jargon, on appelle ça une inclinaison. C'est ça qui explique que c'est un peu plus blanc du côté des pôles que du côté de l'équateur. Okay, donc nord-sud, sud-nord, comme ça. La deuxième zone, c'est la région dite de l'orbite géostationnaire, ici. Alors l'orbite géostationnaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une orbite qui tourne exactement en même temps que la vitesse de rotation de la Terre. Donc c'est-à-dire c'est une orbite circulaire, au-dessus de l'équateur, placée à 36 000 km d'altitude, et donc qui, pour un observateur depuis la Terre, semble fixe. Un satellite placé là semble fixe. Donc ça, c'est très, très utile pour tout ce qui est tout satellite de télécommunication, télé et autres. Donc on voit, il y en a plein ici. Là, c'est vraiment ce collier de perles, si vous voulez, autour de la Terre. Malheureusement, on montre que un satellite placé là n'est pas stationnaire très longtemps. Si on n'y prend pas garde, à cause des perturbations dues à la Lune, au Soleil, à la pression de radiation solaire, à la forme du géoïde terrestre, si on le lâche, il commence à faire des 8, jusqu'à monter à plus ou moins 15 degrés. C'est ça qu'on voit ici. Vous voyez, donc tout ça, c'est des vieux satellites géostationnaires qu'on a abandonnés là-haut et qui sont mis à bouger, à dériver. Donc ça, c'est cette deuxième zone ici, qui est quand même assez densément peuplée et qui est vraiment fondamentale pour les activités spatiales, toutes nos activités quotidiennes. Si on regarde, voilà un petit gif sur... Ça, c'est le voisinage de l'orbite géostationnaire. Alors, en vert, c'est les satellites actifs. Donc là, il faut imaginer, je regarde l'orbite stationnaire par la tranche. Okay. Donc on les voit, ils sont alignés ici. Voilà mon collier de perles. Et en rouge, c'est les satellites morts. Donc c'est tous les débris, vous voyez, qui ne demandent qu'une chose, c'est à venir rentrer en collision avec les petits copains utiles en dessous. Voilà. Alors, bon, l'image est un peu trompeuse parce qu'évidemment, ce n'est pas dans le même plan.
Donc, enfin, ils ne sont pas tous dans le même plan, etc. Et puis donc, et une fois de plus, les points sont gros. Voilà, combien sont-ils? On estime qu'il y a à peu près 30 000 gros objets, donc une fois de plus, de la taille du point ou plus, 30 000 gros objets dans l'espace. Sur ces 30 000, on en connaît bien, on en a catalogué, donc le catalogue hier soir, il y avait 19 219 objets catalogués. La différence entre les deux, c'est facile, là il y a à peu près 10 000 objets. Les 10 000 objets, c'est premièrement tous les objets militaires. Évidemment, le catalogue est tenu par les militaires américains, et ils ne mettent pas tout dedans. Ils ne mettent pas leurs satellites militaires, ils ne mettent pas les nôtres d'ailleurs non plus. Donc il manque à peu près 5 000 objets militaires connus, des gros. Voilà. Les 5 000 autres objets, c'est les objets qui sont à la limite d'être catalogués. C'est les trucs, on les voit le lundi, le mardi, puis le mercredi on le perd, parce que par exemple il a tourné, puis on le récupère le vendredi, et là on peut faire une corrélation, on va dire que c'est le même que celui qu'on avait vu le lundi et le mardi, donc on le remet dans le catalogue. Mais donc c'est les 5 000 qui sont à la limite d'être catalogués. Sur ces 19 219 objets catalogués, que voici ici, il n'y en a que 7% qui sont des satellites fonctionnels, actifs. Tout le reste, donc 93%, c'est des débris. La moitié de droite, ici, c'est des débris, c'est des gros débris. Par exemple, les vieux satellites non fonctionnels, donc abandonnés là-haut, les vieux étages supérieurs, les débris issus des opérations, mes fameux capots, les sangles, etc. Tout le reste, c'est des fragments. On va voir un peu après les fragments. Donc, parmi les satellites fonctionnels, il y a à peu près 500 satellites en orbite géostationnaire, 850 en orbite basse et 150 ailleurs. Alors 150 ailleurs, par exemple, c'est les GPS, les Galileo, etc. Puis après, bon, ça, c'est les gros. Dès qu'on descend un petit peu en taille, évidemment, il y en a de plus en plus. Donc des objets de 1 cm, il y en a 750 000. Des objets de plus de 1 mm, il y en a 150 millions, etc. Okay. La masse totale que ça représente en orbite, c'est de l'ordre de 7800 tonnes. Facile, 7800 tonnes, c'est la masse de la Tour Eiffel. Et donc, c'est là où le premier message qui est vraiment important à retenir, c'est qu'en fait, la Tour Eiffel, c'est pas bien gros. La totalité des débris tiendrait absolument sans aucun problème là dans l'amphi, ici, s'ils étaient compactés. Et en réalité, il faut imaginer la Tour Eiffel éparpillée en tout petits morceaux, en petits shrapnel, par-dessus nos têtes, dans l'espace infini autour de nous. Et en fait, il n'y a rien dans l'espace, il n'y a absolument rien en orbite, il n'y a vraiment quasiment rien. Il y a quelques petits objets, mais qui présentent deux problèmes, deux inconvénients majeurs. Premièrement, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet qui est à 1000 km d'altitude, il est là pour 1000 ans, ou peut-être 2000 ans même. Et secondo, pendant ces 1000 ans ou 2000 ans, étant donné qu'il est en orbite, il va à une vitesse orbitale, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 km par heure. Et donc forcément, quand vous intégrez sur 1000 ans 30 000 km/h, ça fait du chemin. Donc la probabilité pour faire une mauvaise rencontre devient vraiment très significative. Donc le problème des débris, ce n'est pas du tout un problème comme la pollution des océans aujourd'hui, où les malheureux du Vendée Globe, ils peuvent pas faire sans nautique, sans rencontrer des débris partout. Là, non, là, il y a rien. C'est vraiment un problème à long terme. C'est vraiment quand vous intégrez pour un de vos satellites sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, là, il y a vraiment des risques significatifs. Je m'étais amusé, juste for fun, je m'étais amusé à regarder quelle était la densité que représentait, quel était le volume occupé par les débris dans cette coque par rapport au volume de l'atmosphère, au volume de l'espace là-dedans. Donc j'ai calculé le volume représenté par les débris et j'ai divisé par le volume total de la coque jusqu'à 1500 km d'altitude. C'est l'équivalent de 2 bouteilles de Coca-Cola larguées dans la Méditerranée. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ça suffit pour poser plein de problèmes. Quand on regarde finalement la masse
l'évolution de ces quantités. Primo, alors on voit que la masse des objets a augmenté de façon continue depuis 1957. Ici, vous avez la courbe qui montre la masse, la courbe de la NASA, qui montre l'évolution de la masse en fonction des années, depuis Sputnik jusqu'à aujourd'hui. Donc on est à pas loin de 8000 tonnes. Mais ce qui est important de voir, c'est quand même, ça monte bien, de façon continue. Il n'y a absolument aucun signe quelque part de fléchissement ou autre. Et ça, c'est un peu étonnant, parce que primo, on a beaucoup diminué le nombre de vols. À droite, vous avez le nombre de vols orbitaux réussis par an. Vous voyez, pendant la période de la guerre froide, on pouvait monter à 140, 130, 120 lancements par an. Et puis après, boum, c'est descendu. Ici, on a eu un minimum historique en 2005. On est descendu à 52 lancements par an. Et alors depuis, les affaires ont un peu repris, mais malgré cette forte décroissance ici, on ne voit absolument aucune modification. Ça, c'est un peu surprenant. Secondo, on va en parler un peu après, mais depuis 1995, au niveau international de 1995-2002, ça a été la période dans laquelle on a établi toute la réglementation internationale avec des règles de manière justement à limiter la prolifération des débris. Ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Pour les puristes, juste on notera ici le lancement de Skylab, la retombée de Skylab, la désorbitation de Mir, et puis les petits zigouigouis partout ici, c'est la navette qui monte et qui descend et qui fait quand même une centaine de tonnes à chaque fois. Si on regarde non plus la masse, mais le nombre d'objets catalogués en orbite, voilà, à nouveau, regardez juste la courbe marron ici, donc toujours depuis 57, depuis Sputnik jusqu'à aujourd'hui, on voit on a monté de façon continue. Jusqu'à 2007, ici, ça montait avec bon an, mal an, on avait nos 230 en moyenne par an. Alors, si on regarde un peu mieux cette courbe, chaque fois qu'il y a une petite montée comme ça, un petit pic, c'est une explosion en orbite ou une collision en orbite. Par exemple, il y en a eu une fameuse ici, qui était en novembre 86, qui était le 3e étage d'une Ariane 1, donc qui s'appelle le H8, du vol 16. Le vol 16, c'était le vol qui a lancé le satellite Spot 1. Et donc, lancement de Spot 1 en février 86, tout s'est très bien passé, le satellite impec et tout. Donc, et 9 mois après, l'étage a explosé en orbite. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on avait fini la mission, toutes les vannes étaient fermées, mais il restait encore du carburant dans les réservoirs. Et avec le temps, la protection thermique a fichu le camp. L'étage s'est mal orienté par rapport au soleil. Le soleil a fait bouilloter les ergols, ça a monté en pression, et une explosion de cocotte minute, ni plus ni moins. Voilà, donc 700 gros débris. Là, for fun, les Américains sont venus nous voir en disant c'est pas bien, il faudrait passiver. Donc ils étaient très didactiques. Vous savez, ça nous est arrivé plein de fois. Voilà, on connaît très bien le phénomène. C'est facile, il suffit de rouvrir les vannes ou d'avoir des vannes pyrotechniques de manière à ouvrir les réservoirs et tout. Nous, on les a regardés de loin en disant c'est gentil, merci, mais il n'y a pas de réglementation, c'est un épiphénomène, ça ne réarrivera jamais, et puis au revoir. Et le lendemain, on faisait la une du Herald Tribune, New York Times, etc. Ces salauds d'Européens qui polluent l'espace. Alors le surlendemain, on convoquait le groupe de travail entre l'ESA, Arianespace, CNES pour modifier l'étage. Et depuis, on n'a plus explosé. Voilà. Il y en a eu un autre fameux qui était Pegasus, un tout petit étage. C'est une sphère d'hydrazine qui était vraiment pas bien grosse et dans laquelle il restait juste 5 kilos de carburant, mais qui a été impacté par un petit débris. Blam, ça fait 800 gros débris. Donc, globalement, les affaires tournaient bien jusqu'en 2007, ça montait doucettement. Les plus optimistes peuvent même voir qu'il y a une légère tendance à l'inflexion. Bon, ok, donc ça allait plutôt bien. Et là, on a eu un problème majeur, c'est les militaires chinois qui ont fait une très belle démonstration de destruction de satellites volontaires avec un missile tiré du sol. Donc ils ont choisi un de leurs vieux satellites météo militaires qui s'appelait Fenghuin 1C, et ils l'ont détruit depuis un missile tiré depuis le sol. Alors c'était très, très techniquement, chapeau. C'était très, très réussi, parce qu'il faut quand même arriver à toucher un satellite qui passe à 30 000 km/h, tiré depuis un missile au sol. Il faut taper dans une cible qui fait 40 sur 40 à peu près. Bon, bravo. L'énorme problème, c'est qu'ils l'ont fait sur un satellite qui a très bien explosé, du coup, et sur une orbite très, très stable.
à 800 km. Dans notre jargon, c'est la 800 km héliosynchrone. C'est probablement l'orbite la plus rare et la plus importante que nous ayons dans notre bestiaire. Là, tous les satellites d'observation, météo, militaires sont là-haut. Et donc, ils ont pollué très, très durablement avec 3000, 4000 gros débris là-haut, cette orbite. Alors, l'année d'après, les Américains ont tiré... ont voulu montrer qu'eux aussi étaient capables de le faire. Donc, ils ont dégommé un de leurs satellites qui s'appelait USA 193. Alors, eux, ils avaient très bien déguisé la chose différemment. C'était un satellite qui avait été lancé, qui avait eu un problème au lancement, et qui avait une grosse sphère d'hydrazine, donc qui était pleine. Et l'hydrazine, c'est une cochonnerie extrêmement toxique. Donc, ils ont fait tout un plan en disant, si par hasard ça redescend sur Terre, que ça survit à la rentrée, et véridique, que ça se crache dans la cour d'une maternelle, il y aura plein de victimes. Alors, suivant les articles, c'était la maternelle ou bien c'était le stade pendant le Super Bowl. Et donc, ils ont obtenu l'autorisation du président américain de descendre leur satellite. Et donc, ils l'ont fait par contre, eux, ils l'ont bien fait, ils l'ont fait à très basse altitude, ce qui fait que tous les débris sont rentrés très vite, nettoyés par l'atmosphère. Alors, officiellement, il n'en reste aucun. Je dis officiellement parce que, bien sûr, c'est eux qui tiennent le catalogue. Donc, bon... Puis après, il y a eu une grosse collision sur laquelle je reviendrai un peu après, entre deux gros satellites, Iridium 33 et Cosmos 2251 en 2009, qui a rajouté une bonne contribution. Et ça veut dire que depuis 2007, les choses se sont quand même un peu emballées. On a une dérivée qui est beaucoup plus importante, de l'ordre de 1000 par an, chose comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus significatif. Quelle est notre contribution? Un peu, voici les scores par pays. Alors le tableau est un peu complexe à lire. Ici, vous avez les pays. Les 4 premières colonnes, c'est ce qui est actuellement en orbite. Donc on retrouve mes 19 219. Les 4 colonnes suivantes, c'est ce qui est déjà rentré. Et ça, c'est le total par pays. Donc on voit que fondamentalement, il y a l'ancienne URSS en premier, deuxième États-Unis, troisième Chine. La France, cocorico, on est 4e quand même. Mais on est 4e avec 3% des objets en orbite seulement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à retenir et qu'on ne manque jamais de nous sortir quand on va quémander des sous pour faire des programmes de nettoyage. C'est, nous, on est pas grand-chose au niveau du niveau de pollution. La pollution spatiale, c'est vraiment un problème de Russie, Chine, États-Unis. Encore quand je dis Russie, donc pour l'anecdote, voici le camembert des objets orbitaux en orbite basse. Et vous voyez ici, donc ça, CIS, c'est l'ancienne URSS, ici, à peu près les 2/3, les États-Unis ici, la Chine, et puis le reste du monde ici. Et quand on montre ça aux Russes en disant, vous savez, quand même, vous êtes responsable pour beaucoup, il faudrait réagir. Là, ils disent, c'est pas la Russie, c'est l'URSS. Ok. Puis après, quand on pousse un petit peu le bouchon en leur disant non mais quand même, ok, d'accord, Russie, mais quand même, il y a énormément de débris. Et là, ils nous disent non mais c'est pas des débris parce qu'on s'en sert pour calibrer nos télescopes et nos radars depuis le sol, donc ils ont une fonction. Et s'ils sont fonctionnels, c'est pas des débris. Donc vous voyez, au point de vue discussion internationale, c'est pas toujours évident. Bon, si on passait un peu au risque, on a 2 risques clairs. Le premier, c'est le risque lié à la rentrée aléatoire dans l'atmosphère. Alors ça, c'est pas absolument évident de comprendre que jusqu'à 1500 ou 2000 km d'altitude, il reste encore un petit peu d'atmosphère. Alors de moins en moins, pour les puristes, ça varie en exponentielle négative avec l'altitude, mais ça veut dire qu'il reste encore quelques atomes par-ci par-là. Et donc quand on se déplace dans un milieu où il y a encore un petit peu d'atmosphère, il se crée ce qu'on appelle une pression dynamique, c'est-à-dire c'est la même pression que celle qui s'exerce sur votre main quand vous la passez par la fenêtre de votre voiture. Ça freine. Et on montre en mécanique spatiale que quand on freine, on descend. Donc il faut comprendre que la totalité des objets qui sont jusqu'à 2000 km d'altitude à peu près sont tous engagés dans une spirale infernale qui descend vers la Terre et même qui descend de plus en plus vite, puisque plus on est bas, plus l'atmosphère est importante, plus on freine, plus on descend, etc. Donc tout le monde est en train de redescendre. Ce qui fait d'ailleurs les satellites actifs doivent remonter, artificiellement, doivent avoir une propulsion à bord de manière à remonter et garder l'altitude voulue, sinon ils descendent. Et donc ça veut dire que les objets continuent
à descendre jusqu'à toucher les hautes couches de l'atmosphère où là, soudain, ça devient beaucoup plus dense. Et là, il se produit vraiment un phénomène de catastrophe, en ce sens que c'est tellement dense que soudain, on est capturé par l'atmosphère et on rentre. Alors voilà un peu l'image donnée par The Aerospace aux États-Unis. Pendant la rentrée, donc, vous avez une pression dynamique qui va se créer très élevée. Pour les puristes, c'est au carré de la vitesse. Et ça, c'est ça qui va casser le satellite. Ça va le fragmenter, ça va fragmenter l'étage ou le satellite. Et ça va dissiper de l'énergie. Après ça, à des altitudes un peu plus basses, donc ça a lieu vers 90, 80, 70 km d'altitude, 85 très classiquement. Puis après, un peu plus bas, vers 70, 60 km, là, à nouveau, vous avez le frottement dû aux atomes, aux molécules d'air, et qui frottent et qui vont faire un échauffement cinétique très élevé, qui, lui, est proportionnel au cube de la vitesse, et donc qui va faire fondre, sublimer les débris. Donc, ça casse, ça fond, et ce qui survit impacte dans une zone ici qui peut être plus ou moins grande. Voilà. Et donc ça veut dire, voilà, par exemple, ça c'était la rentrée du Speltra du vol 502 d'Ariane 5, 503 d'Ariane 5. Ça veut dire donc, étant donné que l'atmosphère freine et fait descendre, on a des objets qui rentrent chaque jour. On a typiquement donc un objet catalogué, donc de plus de 10 cm, qui rentre chaque jour. J'ai vu qu'on a une moyenne de 446 par an, en moyenne, depuis ces 10 dernières années. Et surtout, on a un objet intègre, donc un satellite ou un étage supérieur, qui rentre chaque semaine. Donc ça, il faut bien comprendre. Ça veut dire on a un satellite ou un étage de fusée qui rentre dans l'atmosphère de façon aléatoire une fois par semaine. Et ça, bon, ces objets, donc, ils brûlent, mais pas complètement. Il y a à peu près 10, 20, 40% de la masse qui survit, suivant la conception du satellite. On a coutume de dire qu'il y a 4 types d'objets qui survivent. D'abord, les matériaux réfractaires, par exemple le titane, ça survit très bien. Donc, pas de problème, vous faites une sphère en titane, elle survit. Ou bien du carbone, par exemple. Le deuxième truc, c'est les objets qui devraient fondre, mais n'ont pas le temps de fondre complètement. Une bonne turbopompe de moteur, ça fond, mais elle n'a pas le temps de fondre complètement pendant les 20 minutes que dure la rentrée, et donc il y en a un gros morceau qui peut impacter le sol. Le troisième truc, c'est ce qu'on appelle les poupées russes, c'est-à-dire c'est les objets qui sont intriqués les uns dans les autres. Si vous avez par exemple un module de station spatiale qui rentre, vous allez d'abord faire fondre la paroi extérieure, le bouclier anti-météorite et anti-débris, puis la paroi principale, puis à l'intérieur vous avez des armoires, puis dans les armoires vous avez des étagères, dans les étagères vous avez des tiroirs, dans les tiroirs vous avez des boîtes. Bon, bref, le temps de faire fondre tout ça, les boîtes survivent et impactent le sol. Et la quatrième chose qui peut survivre, c'est ce qu'on appelle les feuilles mortes. C'est les objets qui sont tellement légers, en fait, qui ont un tellement grand rapport surface sur masse, en termes de densité quelque part, qu'ils sont freinés à des très hautes altitudes, et après ils descendent, juste comme ça. On a montré par exemple que, c'est amusant, enfin, il faudrait vraiment faire l'expérience, mais si on lance un avion en papier depuis la station internationale, a priori il arrive intact au sol. On a retrouvé une tôle d'un 3e étage d'Apollo 7, je crois, et qui était une tôle en aluminium qui normalement aurait dû disparaître complètement, parce que l'aluminium, à partir de 300, 400, 500 degrés, il n'y a plus rien, et qui a survécu à la rentrée simplement parce que c'était tellement léger que ça a été freiné à très haute altitude et c'est rentré tout doucement. Bien, bref, on a des objets qui rentrent tout le temps et qui fondent pas complètement, et donc qui tombent quelque part de façon aléatoire. Et c'est là la mauvaise nouvelle, on n'a absolument aucun moyen de prédire avec précision le point d'impact. L'ordre de grandeur qu'on a, c'est à peu près 10%, c'est-à-dire 10 jours avant la rentrée, on a une précision de plus ou moins 1 jour. Mais 1 jour, ça veut dire 14 orbites. Donc plus ou moins 1 jour, ça veut dire 28 orbites. Donc on n'a pas la moindre idée de l'endroit où ça va rentrer. 10 jours avant, on ne sait pas du tout où ça va rentrer. La veille de la rentrée, par contre, bon, quand on regarde le catalogue, on voit lui, la décroissance du périgée, on se dit, lui, quand même, il devrait rentrer demain. Demain, plus ou moins 2 heures. Mais une orbite, c'est 1h30. Donc ça veut dire, la précision, c'est j'ai plus ou moins 60 000 km.
La Terre, c'est 40 000. Donc ça c'est terrible, parce que ça veut dire, on est confronté au fait qu'on suit un objet, on voit qu'il va rentrer demain. Là, on sait dire qu'il ne va pas rentrer là, mais on ne sait pas dire où il va rentrer là-dessus. Et par exemple, là-dessus, tiens, il y a Paris, ou Toulouse, pardon. Toulouse. Est-ce qu'on évacue Toulouse pour autant ? Ben, c'est clair que si je vais voir les autorités en disant il faut évacuer Toulouse, parce qu'on va tomber dessus à 60 000 km près, c'est pas très sérieux, c'est pas faisable. Et donc là, on est vraiment dans cette situation d'épée de Damoclès, où on sait on a des objets qui retombent, qui survivent à la rentrée, qui impactent la surface du globe, et on ne sait pas dire où. Et la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est même en se creusant bien la tête, on ne sait pas comment améliorer à l'avenir notre connaissance du truc. En 2 mots vraiment très, très brefs, la traînée atmosphérique, pour les puristes, c'est 1,5 de CrSV2. Donc on a C, c'est le coefficient de traînée. Ça dépend de la température de l'objet, de la couleur, de la forme, évidemment. Pas vraiment d'idée préconçue. Mais c'est ρ, c'est la densité de l'air. Alors là, sur des altitudes de l'ordre de 80, 90, 100 km, la méconnaissance peut atteindre un facteur 5 sans problème. Donc on ne sait pas du tout. En plus, c'est très fonction de l'activité solaire, si le soleil est très actif ou pas. Et donc là, pas la moindre idée de la densité de façon un peu fiable. Ami de CrO, S. S, vous ne savez pas, par exemple, si votre objet va rentrer comme ça, ou voire même pire, dès qu'il va commencer à toucher un petit peu l'atmosphère, il va se mettre à tournoyer sur lui-même. Donc la seule chose qu'on connaisse, c'est la vitesse. Mais donc on tombe sur une méconnaissance au niveau des forces de frottement qui est terrible et on ne voit absolument pas comment améliorer ça demain. Ah oui, tiens, allez, juste for fun. À quoi ressemble une rentrée atmosphérique? Si Windows 2010... Are you? What is that? Holy Change lenses. Alors, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des petits débris qui rattrapent les autres. Là, c'est les différences de coefficient balistique, donc de densité, si vous voulez. Un objet plus dense va aller plus vite et être moins freiné que les autres objets. On voit également des couleurs différentes. Ça, c'est dû aux matériaux qui brûlent. Par exemple, pour la petite histoire, on a fait des très belles analyses de la rentrée de l'ATV. Et dans les analyses qu'on avait faites, les analyses spectro qu'on avait faites de la rentrée de l'ATV, on a même retrouvé l'urine des astronautes. Donc on arrive à suivre pas mal. Alors, voilà. Il y a eu quelques exemples fameux. Il y en a eu un célèbre qui nous avait beaucoup amusé à l'époque. C'était la rentrée d'un étage de Delta II. Delta II, c'est un lanceur américain qui était rentré au Texas, alors tout près de Houston. C'était vraiment E.T. Go Home. Donc, et puis ça avait donné lieu à des très belles analyses de trajectoire et tout. Et donc ils avaient retrouvé un réservoir de carburant de 250 kg, c'est quand même déjà une belle bête. Il y a une autre photo où on voit d'ailleurs le fermier avec son fusil et le pied dessus. Bon, c'est bien. Donc ça, c'était de l'acier inox, qui a bien survécu à la rentrée. Un réservoir haute pression en titane, qui a très bien survécu à la rentrée. Là, la chambre de combustion du moteur. Alors là, ça tient 3000 degrés, donc ça a très bien tenu la température. Et ça, c'est Madame Lottie Williams, qui est la première personne à avoir été officiellement touchée par un débris spatial. Alors elle a eu de la chance. C'était un débris que j'appelle mes feuilles mortes. C'est-à-dire un machin qui lui est juste tombé, qui descendait en voltant, qui s'est posé sur son épaule. Ça fumait, donc elle l'a ramené au shérif du coin, qui l'a ramené à la NASA. Et là, ils se sont rendus compte que c'était un morceau de la protection thermique autour du moteur. Là, nos collègues américains étaient quand même vachement embêtés. Ouais, vous savez, c'est parce que la trajectoire était comme ça ne réarrivera pas, c'était une mission GPS, épiphénomène, ça ne réarrivera jamais. Et puis pas de pause, c'est bien sûr réarrivé en 2000, mais là, c'était plus Houston, c'était Cape Town. Et puis avec exactement les mêmes objets, quoi. Voilà. Puis après, là, ils n'ont plus osé dire que c'était un épiphénomène. Et on l'a retrouvé partout. Donc ça, c'est par exemple le Delta II. Ça, c'est en Namibie, le même réservoir en Namibie. Ça, c'est en Mongolie.
Où est-ce qu'on en a d'autres là? Ça, c'est un morceau de Falcon 9 qui est retombé dans un village au Mexique. Hein. D'ailleurs, lui, il est ravi parce que le Falcon 9 a bousillé le toit de sa maison et donc il sait qu'il va toucher une prime. Hein. Voilà. Ça, d'ailleurs, on a récupéré tout récemment, on a récupéré l'ordinateur de bord d'une Falcon 9 hein, en Indonésie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Celle-là, elle est célèbre. Ça, c'est une sphère d'Ariane 1 qui a passé 17 ans dans l'espace avant de retomber dans le jardin d'une brave dame en Ouganda. Et donc, on a reçu un coup de fil de nos homologues NASA. Vous n'avez pas perdu un morceau? Alors non, pas du tout. Pourtant, il y a écrit Ariane dessus. Et là, quand on regarde, il y avait bien le serial number d'Ariane, etc. Donc, ça, pour la petite histoire, ça, je l'avais présenté à Ben Soussan, qui était le président du CNES à l'époque, en lui disant voilà, hein, typiquement ce qu'on a. Donc ça, cette sphère-là, elle est devant mon bureau, elle fait 1 mètre de diamètre, en titane, assez épais, hein, parce qu'elle tient 800 bars, 50 kilos. Voilà, et donc, je dis à Ben Soussan, voilà le genre de débris. Ah ouais, quand même. Ouais. On en a combien comme ça? Bon, je sais pas, 200, 250. Ah oui? Quelle est la probabilité pour qu'il retombe? 1. Quelle est la probabilité pour que ça survive à la rentrée? 1. Et on sait quand et où ça va retomber. Pas la moindre idée. Et j'ai juste enfoncé le clou en disant, par contre, s'il y a un blessé, c'est toi qui vas en tôle. Voilà. Et donc, là, du coup, on a vu un tout petit peu de succès avec nos petites histoires. Bon, là, on croule sous les exemples de retombées de ce genre. Deuxième événement redouté, complètement différent, c'est les risques liés aux collisions en orbite. Alors complètement différent parce que le premier, vous l'avez compris, le premier c'est le risque de tuer quelqu'un. Hein, c'est vraiment donc mon activité spatiale peut tuer quelqu'un. Hein. Quand je lance mon Ariane 5, je suis tout content, ça marche bien, etc. Mais je sais que l'étage va retomber un jour. Je ne sais pas comment, je sais pas où. Je sais vaguement dans quelle bande de latitude. Je sais qu'il va pas mal survivre à la rentrée, parce qu'il y a des sphères comme ça, il y a des morceaux qui vont... Je sais que ça peut tuer quelqu'un, et je continue mon activité spatiale en connaissance de cause. Et ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la réglementation, dont on va parler un peu après. Une collision en orbite, c'est un effet tout à fait différent. Là, vraiment, l'effet, c'est un effet économique. C'est-à-dire, je risque de tuer un satellite très actif. Alors, je risque de le tuer à cause de l'énergie d'impact d'un débris dans un satellite. L'énergie d'impact est très élevée en raison de la vitesse orbitale. Alors, en fait, même c'est la vitesse orbitale souvent multipliée par 2, parce que c'est en général, c'est des impacts, il faut tenir compte de la vitesse relative, hein, et on montre bizarrement que les impacts sont presque... les impacts les plus fréquents, c'est presque de face, hein, à 20 degrés près. Hein. Étant donné que l'énergie cinétique, c'est en 1,5 de mv2, dès que vous avez des vitesses orbitales, vous avez des énergies phénoménales. Un débris en aluminium de 1 mm de rayon, c'est pas gros, mais c'est 1 kJ, c'est une boule de bowling lancée à 100 km/h. Un débris en acier de 1 cm de rayon, c'est 1 mégajoule, c'est ma Renault Laguna à 130 km/h. Et donc, bon, après, les collisions se font... Ah, Jean-Claude, tu as perdu ton micro, là, je pense. Voilà. Les collisions se font en toute taille. Un petit débris peut perturber fortement le fonctionnement d'un satellite, voire le tuer. Hein. Ça dépend évidemment, s'il tombe dans un panneau solaire, ça peut faire un petit trou. S'il tombe sur l'ordinateur de bord, la mission est perdue. Hein. Et donc on a fait tous les calculs. La probabilité de perte d'un satellite, c'est de l'ordre de 5% sur sa durée de vie. Vous lancez un nouveau satellite, vous avez 5% de chance, de risque, qu'il meure pendant sa durée de vie, dû à un impact de débris. Hein, voilà par exemple un impact, alors là la mission n'était pas perdue, mais c'était un impact sur un panneau solaire de Sentinel-1A, de mes collègues de l'ESA. Alors ils avaient un panneau solaire qui était assez complexe à déployer. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis une caméra de manière à vérifier que le déploiement était correct. Donc là, le déploiement était parfaitement correct. Et soudain, un jour, ils ont eu donc un choc. Ils ont vu le satellite est parti un peu de travers. Ils ont perdu 15% de la puissance électrique. Et là, ils se sont dit, il s'est passé quelque chose. Et ils ont réactivé la caméra. Et ils ont vu donc qu'il y avait un impact ici. Et la zone blanchâtre ici, c'est la zone dans laquelle ils ont perdu la puissance électrique. Et encore, ça, c'est la face
plutôt sympa, parce que quand ils ont regardé, quand ils ont fait leur simulation, ils ont vu que la face opposée, donc la face arrière qu'on ne voit pas là, devait être sérieusement endommagée. La collision a généré 7 nouveaux débris catalogués, par exemple. Alors que c'était avec un morceau probablement de très fin et d'1 centimètre. On pense à quasiment une écaille de peinture, si vous voulez, comme ordre de grandeur. Bon, par contre, un gros débris, là, peut littéralement exploser un satellite. Il est évident que si vous passez de 1 cm à 10 cm, vous augmentez donc le rayon d'un facteur 10, donc le volume d'un facteur 1000, donc l'énergie d'un facteur 1000, enfin, etc. Et donc, quand on tombe sur des trucs qui font 10 cm ou 1 mètre, là, on tombe sur des gigajoules, des terajoules, et donc ça explose absolument tout. Ça peut générer des nouveaux nuages de débris. Voilà quelques exemples de petits impacts. Alors on n'en a pas beaucoup parce que on n'est pas là-haut pour les voir et c'est très rare d'avoir l'occasion comme avec Sentinel. Mais voilà par exemple sur la station spatiale, sur le module FGB des Russes, il y a un impact ici qui fait 6 cm de long. On a récupéré du panneau solaire de Hubble, voilà des impacts. Ici la navette revenait, généralement elle avait en moyenne de 2 impacts et demi, en moyenne, 2 à 3 impacts sur les fenêtres par mission. Voilà des exemples. Là, quand même, 12 mm. Bon, ça commence à être sérieux. Des déchirures sur les radiateurs. Il y a eu une mission de la navette qui a été arrêtée, abortée, à cause d'une déchirure sur un radiateur, où ils ont été obligés, ils n'ont pas pris de risque. Ils sont entrés là également, par exemple, sur une poignée sur l'ISS. Vous savez, l'ISS est bardé de poignées à l'extérieur, pour aider les astronautes, quand ils sont en sortie extravéhiculaire, à se déplacer le long un peu comme une via ferrata, si vous voulez. Et là, il y a eu un impact à travers une des poignées, et qui a laissé un trou pas net du tout, très coupant, et sur lequel un astronaute a endommagé son gant en passant dessus. Il a eu 3 épaisseurs déchirées. Heureusement, les gants font 7 épaisseurs, donc il s'en est sorti. Mais la mission a été arrêtée, il a dû rentrer d'urgence, etc., etc. Voilà. Et comme gros exemple, comme gros impact, en voilà un donc célèbre, dès que j'aurai la main, qui était l'impact d'un satellite de télécommunication appelé Iridium 33, ici. Vous avez donc télécommunications actif, américain, faisant partie d'une constellation de 99 satellites, voilà, qui a rencontré au-dessus de la Sibérie un vieux satellite météo soviétique qui s'appelait Cosmos 2251. Et donc de leur rencontre sont nés quelques 3000, 4000 gros débris. Ici, vous avez la simulation. Voilà. Et ça a été un événement majeur en 2009. C'était un événement majeur à plusieurs titres. C'est primo, quand on a discuté avec Iridium, donc Iridium qui est vraiment la boîte privée américaine par excellence, et qu'on leur a dit, mais quand même, est-ce que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un risque de collision? Ils ont dit, ah ben si, bien sûr. Mais vous savez, s'il fallait qu'on manœuvre chaque fois qu'on a un risque de collision avec nos 99 satellites, on ne s'en sortirait pas. Donc bon, on a pris le risque. Quand on leur a dit, mais regardez quand même, vous avez pris le risque, mais ça a été très délétère pour l'espace. Ils ont dit, oh, vous en faites pas. Bon, pour nous, c'est pas grave, on a un satellite de rechange. Donc la mentalité n'était pas tout à fait ça. Et là, il y a eu un événement important, c'est que les militaires américains l'ont ramené un peu en disant, en fait, nous, on était au courant, on savait qu'il y avait un risque, mais bon, on est militaires, eux, ils sont privés, donc on n'était pas tenu de leur dire que ça. Et là, il y a eu une réaction très forte qui est montée à nouveau au président des États-Unis, qui a dit « ça, c'est tout à fait inadmissible ». Et donc, j'ordonne qu'à partir de maintenant, toutes les informations militaires de risque de collision comme ça soient données à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire y compris les Chinois, les Russes, etc. Tout simplement parce qu'une collision entre un Chinois et un Russe, ça pollue l'espace pour les satellites militaires américains. Donc c'est évidemment dans l'intérêt des militaires américains d'avoir tout le monde qui joue le jeu. Et donc depuis 2009, on reçoit de l'armée militaire, de l'US Air Force, de l'US Space Command, on reçoit des notifications de risque de collision. Je vais revenir dessus un peu après. Bon, quelle est l'évolution à laquelle on peut s'attendre ?
On s'attend malheureusement à une augmentation plutôt incontrôlable en orbite basse. Finalement, il y a deux phénomènes tout à fait antagonistes. On génère des nouveaux objets orbitaux et il y a un nettoyage dû à l'atmosphère qui fait retomber les objets. Si vous regardez la Terre ici, les nouveaux débris, c'est quoi? C'est les lancements, les explosions, les fameux résidus d'opération et les collisions. Et heureusement, donc, il y a un nettoyage dû à l'atmosphère et puis au retrait actif quand même. Quand on lance un Soyouz avec des bipèdes à bord, on récupère le Soyouz et les bipèdes. Donc, heureusement, c'est un retrait également. Mais par exemple, si on regarde en 2017, on a, au chapitre des entrées, il y en a eu 513 nouveaux. Et au chapitre des sorties, 197. Donc, c'est facile, ça fait 216 qui sont restés là-haut et qui sont venus alimenter encore la population. Donc évidemment, on a une augmentation de la population quand 1 est supérieur à 2. Alors là où c'est plus subtil, il y a, finalement, parmi les entrées, il y a pas mal de trucs sur lesquels on peut jouer. Par exemple, on peut décider, un cas vraiment extrême, qui serait mauvais pour mon business, mais voilà, plus aucun lancement. À partir de demain, plus aucun lancement. En plus, ce qu'on a lancé, idéalement, c'est parfait, il n'y a plus d'explosion. Il n'y a plus de résidus d'opération vu qu'on n'a plus de lancement. Il reste juste les collisions. Ça, on n'y peut rien, c'est les collisions entre les objets qui sont déjà là-haut. Et donc, là où ça devient critique, c'est quand la part juste des collisions seules devient supérieure au nettoyage atmosphérique. Parce que là, finalement, ça veut dire même en absence totale d'activité spatiale, on ne peut que constater que le nombre d'objets augmente de façon exponentielle. Donc c'est une réaction en chaîne que vous avez vu dans le film Gravity. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui avait été théorisé par un collègue de la NASA déjà en 1991. Et actuellement, on le suspecte fortement entre 700 et 1100 km d'altitude. Voilà par exemple un exemple de la NASA. Alors bon, c'est pas trivial à lire, je suis désolé. Ici, vous avez les années. Alors ça va jusqu'à l'an 2210. C'est une simulation sur les 200 ans qui viennent. Et ici, vous avez le nombre d'objets en orbite basse. Et là, ils ont fait une simulation vraiment très franche, tout à fait comme celle que j'ai dit ici. Plus aucun lancement à partir de 2006. Et donc c'est là où on voit 2006, pof, ça redescend un peu, et puis après, ça reprend le dessus, rien lié juste aux collisions. Et voilà, donc même si on arrêtait complètement, voilà la situation à laquelle on pourrait s'attendre à long terme. Alors ça, je suis très fier de celle-là, parce qu'elle est complètement illisible, je ne suis pas bon en histogramme, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Donc à nouveau, ça c'est l'altitude, ça va de 0 à 2000 km d'altitude. Ici, c'est le nombre ou la densité d'objets en orbite. Et je l'ai regardé pour 4 périodes différentes. Premièrement, en bleu pâle, 2008. Donc on voit ici, là, il y a quand même un pic vers 800 km, 750 km. C'est normal, une fois de plus, c'est vraiment la période sur laquelle... Pardon, c'est 2003. 2003. C'est la période sur laquelle... c'est l'endroit où on a l'essentiel de nos satellites d'observation. Donc c'est normal d'avoir une certaine concentration là. Je passe à 2008, en rouge. Oh, j'ai un gros blob ici qui est apparu. Ah ben ça, c'est facile. C'était les Chinois, Fenguin 1C, l'année d'avant. Ils ont fait un gros truc et les débris se sont retrouvés fondamentalement ici. Donc ça s'explique à peu près bien. Je passe à 2013, en vert. Ah, j'ai bien monté ici. Ah, j'ai bien monté ici aussi. Là, c'est normal. C'est la collision Iridium-33 Cosmos 2251. Donc on peut dire, on est un peu étonné de la façon dont c'est réparti, mais encore, il y a une explication à peu près rationnelle. Et on passe à 2018, donc la courbe en violet, ici. Et là, le problème, c'est qu'il ne s'est rien passé de majeur entre 2013 et 2018. Donc il n'y a aucune raison qu'on augmente comme ça. Et ce qui est inquiétant, c'est vraiment cette zone ici, entre le vert et le violet. Donc quand on analyse les objets qui sont là, c'est à 98% des débris. Et ça, c'est Kessler. C'est vraiment la régénération des débris dans ces altitudes-là, par collision mutuelle. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que dans cette zone-là, la densité d'objets est augmentée. Bon, heureusement, voilà la situation, elle n'est pas très bonne. Mais heureusement, on a pas mal d'actions potentielles là-dessus. La première, qui est fondamentale, c'est la réglementation. Il est fondamental
de respecter la réglementation qui est en vigueur aujourd'hui. Alors cette réglementation, elle est relativement simple. La priorité des priorités, c'est le numéro 2 ici. C'est-à-dire à long terme, on désorbite de façon systématique, ou bien on libère au niveau des satellites géostationnaires. C'est la règle dite des parcs nationaux américains. Tout ce qui rentre doit sortir. On a pris, okay. Malheureusement, ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. On a énormément de difficultés à le faire techniquement. Commercialement, c'est pas jouable. Si tout le monde ne le fait pas en même temps, commercialement, on ne s'en sortira pas. Donc pour le moment, on garde ça comme objectif et on s'est rabattu sur des règles à court terme. Premièrement, pas de génération de débris en connaissance de cause, donc interdit de relâcher mes fameux débris issus des opérations. Pas de destruction volontaire en orbite non plus. Mine de rien, il y en a quand même eu une soixantaine des explosions volontaires en orbite. Il faut éviter les explosions en orbite. Donc ça, je vous donnais l'exemple avec le H8 d'Ariane 1, donc passivé en fin de mission, de manière à éviter mon effet de cocotte-minute. On définit 2 zones protégées, donc la coque rouge des orbites basses et la zone verte ici des orbites, de l'orbite géostationnaire. Et là, il est interdit d'y rester plus de 25 ans après la fin de vos opérations. Alors 25 ans, ça peut vous sembler un peu long, mais je rappelle que quand on est à 1000 km d'altitude, on y est pour 1000 ans. Et 25 ans, ça a été le fruit de 5 ans de négociations âpres, de manière à dire ouais, je veux 5 ans, non, 50, non, etc. Et donc on a tranché sur 25, en montrant que 25, déjà, si on arrive à les respecter, serait parfait. Il faut éviter les collisions quand c'est possible. Donc quand c'est possible, ça veut dire, primo, il faut que vous soyez manœuvrant, si vous pouvez, et secondo, il faut savoir où sont les impactants. Et il faut minimiser le risque de victime au sol. Donc si vous avez un objet qui est trop gros, il faut contrôler sa rentrée, par exemple en le désorbitant dans le sud du Pacifique, là où il n'y a rien. Ou bien, sinon, faire une conception qu'on appelle D4D, Design for Demise, une conception telle que l'objet va fondre correctement à la rentrée. Par exemple, si vous avez le choix entre un réservoir en titane ou un réservoir en alu, vous privilégiez le réservoir en aluminium, parce que lui, il fondra beaucoup mieux que le titane. Pour ça, alors ça, on y a énormément travaillé. Il y a un très grand nombre de documents applicables, notamment au niveau des standards nationaux. Donc le tout premier, c'était la NASA en 1995. Et juste après, il y a eu les Japonais, puis après, il y a eu le CNES. Alors là, j'ai le plaisir de demander à Fernand Albi de faire coucou, là, parce que c'était lui c'est vraiment le collègue avec qui on a fait tous les efforts de normalisation depuis le début, ainsi qu'avec Bruno Lazare qui est là et qui a énormément contribué. Donc merci, c'est sympa d'être venu entendre parler de vos trucs 20 ans après, quoi, voilà. Donc on a eu on a été parmi les premiers à avoir une réglementation forte. Après, on s'est dit, ça ne suffit pas, juste entre nous, il faut essayer d'essaimer la bonne parole. Et donc, on est allé au niveau de l'IADC. IADC, Inter-Agency Debris Committee. C'est ce que je surnomme un peu le club des pollueurs, dans lequel il y a aujourd'hui les 13 agences majeures, 13 agences spatiales majeures capables de polluer l'espace. Et là-dedans, donc, on a établi des guidelines, des recommandations. On a établi un document en 2002 qui était absolument fondamental parce qu'il a été accepté à l'unanimité de tous les pays. Et tous les pays, là, il y avait la Chine, l'Inde, l'Ukraine, etc., des pays qui n'étaient pas forcément triviaux à acquérir à la bonne cause. Donc, fort de ça, on est allé le présenter à l'ONU, au comité qui va bien au sein de l'ONU, comité spatial, qui l'a travaillé pendant 5 ans et qui a ressorti à peu près le même document en 2007. Mais là, c'était plus 13 agences, c'était, 160 pays en plénière de l'ONU qui ont signé une résolution. Malheureusement, une résolution de l'ONU, il suffit d'écouter les infos pour savoir ce que ça vaut. Donc, bon. En parallèle, on a commencé à prôner la bonne parole, à prêcher la bonne parole au niveau européen. Donc on a établi un code of conduct, un code de bonne conduite, au niveau européen, qui a été approuvé en 2004 par ABCDE. A, c'est l'agence italienne, B, anglaise, CNES, le DLR allemand et l'ESA. Et donc ça, c'est un document qui était fondamental, vraiment la base au niveau européen. Et donc là, à nouveau, c'était avec Bruno et Fernand. Et où ce document a servi de base pour un nouveau standard qui s'appelle le ISO
24113. ISO, vous connaissez les standards ISO, the International Standardization Organization. Tout est standardisé, hein, ça c'est standardisé. Le yaourt dans votre frigo est standardisé, il y a un standard ISO. Et donc on a établi une norme ISO 24113, qui est le standard portant sur les débris spatiaux. Et ça, celui-là, il est fondamental, parce que là, c'était plus des agences, ou c'était plus l'ONU, c'était vraiment avec tous les industriels, tous les opérateurs, tout le monde a discuté, tout le monde est venu discuter le bout de gras, défendre son truc, et à la fin, ça a été un document qui a été approuvé par tous en 2010, et avec des documents de support sur comment appliquer les normes ISO et autres. Et le fin du fin, ça a été en France, une fois de plus, la loi spatiale française, la LOS, loi portant sur les opérations spatiales, qui a été approuvée en 2008 et qui est applicable depuis décembre 2010. On est le seul pays à avoir une loi. Et alors là, ça, on nous le reproche souvent, peut-être à juste titre, mais au moins on est en avance par rapport aux autres. Mais là, si quelqu'un ne respecte pas la loi, ben, il y a des pénalités sérieuses et autres, alors que tous les autres, c'est des guidelines, des vœux pieux et autres. Bon, mais malheureusement, de toute façon, la réglementation est très mal respectée aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est vraiment fondamental. C'est l'un des aspects sur lesquels on travaille le plus, hein, au niveau coordination au niveau international. Là, on est en train d'essayer de pousser vraiment ISO. On espère que ISO sera la solution pour demain, en sens qu'on espère que demain, tout opérateur qui va, par exemple, acheter un satellite dira, ben, dans le contrat, il y aura, voilà, mon satellite, il doit faire ça, 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 et puis évidemment, vous appliquez ISO 24113. Puis après, quand il ira acheter un service de lancement, il dira, ben, évidemment, dans le contrat, il y aura ISO 24113. Et on espère même qu'à terme, à court terme, on pourra dire, mais attendez, vous n'allez quand même pas lancer avec lui, il n'est même pas ISO 24113. Oui, donc, bon, mais il faut être persuasif, c'est pas évident. Une autre manière d'éviter, c'est de se protéger. Hein, donc protéger contre les effets des collisions. On peut mettre des blindages devant les parties sensibles des satellites. Donc c'est des multiparois avec métal, Kevlar, mousse. Malheureusement, c'est efficace jusqu'à 1 cm à peu près, pas au-delà. Hein, je vous rappelle, si vous passez de 1 à 2 cm, vous multipliez l'énergie par 8, et donc ça s'emballe vraiment très vite. Donc le principe, c'est d'avoir une première paroi. Ici, par hasard, ouais, là. Une première paroi qui casse le débris en un genre de nuage de très fines particules, qui après va s'étaler sur la deuxième paroi et donc ne pas pénétrer derrière ici. Voilà, type de blindage qu'on a. Alors, il y a beaucoup d'activités au niveau international pour les tester, pour les évaluer, pour les optimiser. Ça a une très forte influence sur la conception des satellites. Évidemment, c'est très lourd. Et évidemment, vous ne pouvez pas en mettre partout. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un bouclier comme ça devant un télescope, hein, ou devant un panneau solaire, etc. etc. Donc, ça a un fort impact sur le concept du satellite. De façon pratique, c'est surtout fait sur les satellites habités. Donc l'ISS, la station internationale, l'ATV. Voilà par exemple des boucliers qui sont montés sur la station internationale. Vous voyez les parois que vous voyez ici, ne sont pas la paroi du module proprement dit, mais bien une deuxième, alors en fait 2 ou 3 couches comme ça qui sont étalées dessus. Alors c'est pas mal. C'est pas très efficace, hein, puisqu'il n'y a pas de solution entre 1 et 10 cm. Et ça ne diminue pas le nombre de débris. Au contraire, parce que quand c'est impacté par un débris, ça régénère des nouveaux débris. Donc ce n'est pas vraiment une solution. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter les collisions quand c'est faisable. Alors quand c'est faisable, une fois de plus, quand on a les informations permettant d'éviter. Donc ce qu'on fait, c'est on essaie de propager dans le temps les orbites des objets catalogués. Donc on a le catalogue, on propage ça dans le temps, c'est-à-dire on cherche à savoir où sont tous les objets demain, on calcule les distances relatives entre les objets, et on dit, ben, attention, là il y a un risque de collision. Alors c'est un travail extrêmement complexe, hein, par exemple, c'est une activité fondamentale du C2O, Centre d'orbitographie opérationnelle du CNES, où là mes collègues à Toulouse, ils ont une équipe 24/24, 7 jours sur 7, juste destinée à protéger nos satellites. On a des
radars, attendez, ouais, on a des radars supplémentaires en France, des radars, des télescopes qui permettent d'affiner très fortement la connaissance qu'on peut avoir sur les paramètres orbitaux. Alors, notamment, on a un très beau radar qui s'appelle le GRAVE, Grand Réseau Adapté à la Veille de l'Espace, ici, qui est de l'armée française, qui a été développé par l'ODERA, et qui nous permet de très bien suivre tous les objets et de compléter les analyses du C2O. On peut se servir également du bâtiment Le Monge ou d'un réseau de radars ici, etc. Et on a 3 télescopes, bientôt 4, qui surveillent l'orbite géostationnaire, le réseau qu'on appelle TARO. Voilà, donc ça, en principe, ça permet d'éviter la perte d'un satellite opérationnel. On le fait également pour chaque vol depuis Kourou. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment très, très chronophage. Et par définition, c'est très limité, parce qu'on ne protège que contre les objets catalogués, donc plus de 10 cm. Or, je vous ai dit, rien qu'un objet de 1 cm, c'est une voiture à 130 km/h, et vous ne la voyez pas, il y en a 20 000, 30 000 fois plus que des objets catalogués. Donc c'est une protection qui est quand même très, très partielle. Le problème, c'est, par exemple, en 2017, le CNES, on a eu 2,7 millions de conjonctions traitées en orbite basse. 2,7 millions, attendez, je crois que c'est une toutes les 5 secondes. Donc on a une alerte collision toutes les 5 secondes. Bon, c'est pour ça qu'il y a vraiment l'équipe C2O, par exemple, ils travaillent activement à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est une activité majeure. L'un des points significatifs là-dessus, c'est qu'il y a énormément de conjonctions comme ça, dû au fait que la précision qu'on a sur les orbites des objets est très mauvaise. Typiquement, on sait qu'un objet est là, plus ou moins 1 km le long de la vitesse, ou plus ou moins 100 mètres en radial, si vous voulez, ces espèces d'ellipsoïdes comme ça. Et donc forcément, quand vous avez 2 ellipsoïdes de 1 km de long et que vous cherchez le risque de collision entre 2 objets qui font 3 mètres, forcément, là, vous avez un taux de fausse alerte qui est énorme. Donc on a... la station internationale a déjà manœuvré 25 fois. En moyenne, vous pouvez retenir qu'il y a une manœuvre par an, par satellite dans le monde. Alors, je peux vous montrer ce que font nos collègues de l'US Space Command. Si mon truc veut bien démarrer, ce qui serait sympa. Eh bien non, ça aurait été trop simple. Alors attendez, je vais quand même essayer de le récupérer, parce que... 2 petites secondes. Comment est-ce que... Je l'entends, il est derrière. Ouais. Alors, je vais le couper. Voilà. Alors, hop, on va revenir au début de la vidéo. Forcément, vous avez tout le teaser, du coup. Hop. Sir, debris heading towards our comm satellite. Impact may cut off communications with ground forces. Launch avoidance maneuver. 20 kilometers in closing. Collision averted, sir. All objects are accounted for. Good job. Learn more at airforce.com. Bon, le C2O, c'est un tout petit peu moins flashy, mais c'est ça qu'on fait, quoi. Voilà, c'est ça que font mes collègues. Bon, je vais passer ça. Ça, c'est les collisions entre objets catalogués. Malheureusement, comme vous l'avez compris, il y a essentiellement des objets non catalogués. Et s'il y a des très gros objets non catalogués qui rentrent en... Pardon, je suis en train de dire une bêtise. Je ne suis pas sur le bon chapitre, là. On a des objets qui sont manœuvrants. Des objets, donc des satellites qui sont manœuvrants, donc qui peuvent éviter une collision. Malheureusement, la très grande majorité des très gros objets sont des objets qui sont morts, des vieux satellites, des vieux étages, et donc qui ne sont pas manœuvrants, ils n'ont plus de propulsion à bord, et donc on ne peut pas éviter une collision entre deux gros débris. Et donc ça, c'est une action qui est en cours et qui est vraiment très moderne en ce moment, sur laquelle on travaille beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'évitement juste à temps de collision, Just-in-Time Collision Avoidance, qui est une action tactique juste pour éviter une collision entre gros débris non manœuvrants. Donc le petit schéma ici
Voilà, par exemple, le débris A qui va rencontrer le débris B ici. Là, voilà. Donc là, on sait, par exemple, 48 heures à l'avance, on sait qu'il y a un risque de collision à cet endroit-là qui est vraiment très très élevé. Et donc l'idée serait 48 heures, donc c'est-à-dire on a 30 orbites à l'avance, on va aller légèrement modifier la trajectoire de l'un des deux, par exemple celui-là, hein, juste très légèrement, de manière à ce qu'il arrive en retard à son rendez-vous. Okay. Et on montre que, en fait, cette modification est très très faible. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il suffit, par exemple, si vous réagissez 24 heures avant, il suffit de faire une modification de vitesse de 4 mm par seconde, par rapport aux 8 km par seconde, hein, 4 mm par seconde pour faire 1 km de distance. Et donc là, on est en train de travailler beaucoup là-dessus. On a des possibilités, par exemple, de faire une atmosphère artificielle devant le débris pour le freiner. Donc ce qu'on ferait, le principe, c'est de lancer une fusée sonde qui va culminer juste devant le débris, lâcher un pouf devant le débris. Au moment où le débris traverse ça, il va être très légèrement freiné et ça permet d'avoir l'écart qui va bien. On peut par exemple avoir un nuage de particules, ça peut se faire au laser. Hein, on a tout un concept sur lequel on travaille qui s'appelle le Large Debris Traffic Management, qui est à base de laser, alors qui vient de gagner énormément de cotes, parce que c'est un brevet qu'on a déposé CNES avec l'École Polytechnique, et c'est le professeur Gérard Mourou qui vient d'avoir le Nobel. Donc du coup, tout le monde a dit « Ah ouais, c'est vachement intéressant ton truc, et bon, c'est bien ». Donc on essaie de travailler là-dessus. Il y a pas mal de solutions qui sont prometteuses. Hein. Et sinon, ce qu'on fait, c'est donc qu'il faut aller retirer des gros objets d'orbite. Hein, c'est le retrait actif de débris, Active Debris Removal, qui serait une mesure très efficace pour limiter la prolifération des débris. Le principe, c'est d'aller retirer les très gros objets. Alors, il ne faut pas en retirer beaucoup, il faut en retirer 5 à 10 par an, qui n'est pas intuitif. Hein. J'ai dit, il y a 20 000 objets, etc. Mais il suffit d'aller retirer 5 ou 10 très gros, réservoir potentiel de plein de petits en cas de collision future. Hein. Et si on arrive à retirer 5 à 10 par an, on arrive à stabiliser la population orbitale. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à l'étude depuis plus de 10 ans maintenant, hein, sur lequel on a de très nombreuses solutions techniques, alors des bras robotiques, des harpons, un filet. Vous avez peut-être vu l'expérience appelée Remove Debris qui a été tirée il y a 2 mois à peu près maintenant. Une démonstration, on peut avoir des câbles, on peut avoir des lasers. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que là, il y aurait de quoi faire une conférence juste sur le sujet. Hein. On a pas mal de démonstrateurs orbitaux qui sont en cours. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte synergie avec ce qu'on appelle les remorqueurs spatiaux, hein, les Space Tug. Voilà, par exemple, le Space Tug proposé par Airbus. Alors, les Space Tug, c'est quoi ? C'est la camionnette Darty du spatial qui, le lundi, va re-remplir un satellite, le mardi va le réparer, le mercredi va inspecter un autre satellite, le jeudi il prend un satellite, il l'emmène à un autre endroit, etc. etc. Et en fin de vie, il se désorbite parce qu'il est propre. Et donc quand il se désorbite, il prend un débris avec lui et il rentre avec un débris. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être très bien. Alors il y a plein de problèmes financiers, juridiques, militaires. Voilà d'autres idées. Par exemple, les Russes ont proposé un airbag gonflable sur le sommet d'un étage de fusée, de manière à doubler ou tripler ou décupler la surface de l'objet, donc augmenter très fortement le freinage, donc la vitesse de retombée. Vous l'avez ici aussi. Voilà, par exemple, là, mes collègues de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne ont proposé un genre de Pac-Man. Oh, l'histoire est belle. Ils ont lancé le premier satellite suisse qui s'appelle SwissCube, hein, qui est un CubeSat. Donc c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, c'est pas bien gros. Mais ils l'ont mal lancé, en ce sens qu'il marche très très bien depuis 10 ans, mais il est sur une orbite qui est beaucoup trop stable, 800 km d'altitude, donc il posera des problèmes et tout. Donc ils se sont dit, mais quand même la Suisse, on ne peut pas laisser faire ça, donc on va aller le rechercher pour nettoyer derrière nous. Et donc ils sont en train de développer tout un véhicule pour aller capturer SwissCube et le faire rentrer. Et ça, évidemment, il y a le côté démonstration. Et évidemment, ça ne sert à rien vis-à-vis de la population orbitale, mais c'est remarquable au point de vue, là, par exemple, quand j'ai visité chez eux, il y avait 5 labos qui bossaient sur le sujet, et il y avait une douzaine de thésards
différents sur tous ces sujets-là, de rendez-vous automatique, tout ce qui était automatique, tout ce qui était mécanique de la capture et tout, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et le PFL cherche à se placer vraiment comme étant l'université en pointe sur le sujet. Bon, allez, je vais sauter ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. L'un des problèmes, alors le problème, à mon avis, au niveau du retrait actif des débris, c'est pas trop la technique. On a des solutions, on a vu qu'elles ont des chances de marcher, c'est crédible. Le problème, bien sûr, évidemment, d'abord, c'est le coût. Puisque l'évaluation très grossière des coûts de désorbitation serait de l'ordre de 20 millions d'euros par débris pour des solutions conventionnelles, donc pas très rusées. 10 millions si on va chercher des solutions quand même très innovantes, un peu plus exotiques. Ça, c'est des sommes extrêmement importantes. Il est évident que quand on a, par exemple, un étage d'Ariane tout neuf qui vaut 12 millions d'euros, on ne va pas aller dépenser 20 millions pour s'en débarrasser, quoi. Donc, ça ne marche pas. Néanmoins, on se rend bien compte que ce serait bien de trouver une solution pour financer ça. Donc, on étudie pas mal au niveau international. Il y a 4 schémas de financement identifiés aujourd'hui. Le premier, c'est une conscience environnementale internationale, une mission ONU, le premier programme spatial global. Alors global, ça veut dire quoi? Le lancement est fait par les Chinois, la robotique par les Ukrainiens, le centre de contrôle est à Toulouse, bien sûr, la propulsion est américaine, etc., etc. Donc on partage entre tous les pollueurs. Donc ça permet premièrement de diviser par 2 le coût. Ici, au lieu d'être 20 millions, ça va être 10 millions, parce qu'il y a des Indiens, des Chinois, etc., qui sont beaucoup moins chers que nous. Et secondo, chacun prend sa part. Par exemple, le CNES, nous, on prendrait 10% du montant. Donc 20 divisé par 2, je fais 10, je prends 10%, c'est 1 million d'euros. J'en désorbite 5 par an, ça fait 5 millions d'euros. Le budget du CNES, c'est quand même 2,4 milliards. Donc quelque part, on se dit, c'est peut-être finançable quand même. Le problème, c'est très naïf. En sens que, une fois de plus, l'essentiel de la pollution est faite par les Chinois, les Russes, les Américains. Les Chinois, les Russes, avant de leur faire adhérer au fait qu'ils sont pollueurs, donc ils doivent payer, c'est pas gagné. Les Russes nous ont déjà dit que c'était une super bonne idée, qu'ils étaient tout à fait prêts à ce qu'on les paye, et qu'ils n'avaient pas besoin des autres pays d'ailleurs, parce qu'ils sauraient très bien faire ça tout seuls. Il suffisait juste de les payer, ils s'en chargeraient. Bon. Deuxième truc, c'est deuxième possibilité. Mais néanmoins, ça a été très très regardé, notamment au niveau de l'ONU, notamment par un groupe dirigé par Gérard Brachet, qui était l'ancien directeur général du CNES et qui a été président de l'UNCOPOS, donc le comité spatial de l'ONU pendant pas mal d'années. Deuxième possibilité, c'est on identifie des missions qui sont ciblées pour leur intérêt économique. Ça veut dire quoi? Des missions qui, naturellement, ont un business plan qui font que l'activité peut être financée. Notamment, par exemple, en géostationnaire. En géostationnaire, on a un problème de place de parking. C'est facile, si vous abandonnez... Les places sont rares, vu que c'est juste un anneau. Et si vous abandonnez un satellite là, vous ne pouvez pas placer le nouveau là, à la place. Et donc, vous êtes prêt à payer pour qu'on débarrasse votre place de parking pour pouvoir vous y mettre. Il y a un exemple célèbre, c'est Astra, le Astra 1, qui a 7 satellites co-orbitants, je crois que c'est à 19 degrés est, et c'est très beau de les voir, ils sont co-orbitants, ils bougent tous ensemble, etc., etc. Et au milieu de ça, il y a un 8e, qui est un zombie, un vieux satellite militaire américain, qui traverse de temps en temps, et qui les oblige à faire des manœuvres complexes et tout. Et donc, eux, ils sont prêts à payer très cher à celui qui ira les débarrasser du débris américain. Ça, c'est le cas également pour les méga-constellations, dont on va un petit peu parler après. Mais, ça, c'est crédible. Malheureusement, il n'y en a pas 36 000 des missions de ce genre-là. Donc, ça pourrait démarrer l'activité, notamment avec le On-Orbit Servicing, donc les Space Tug dont je parlais tout à l'heure. On verra. La troisième possibilité, c'est de dire, évidemment, j'ai besoin d'argent, donc je lève une taxe. Donc, je lève une éco-taxe, pollueur-payeur. Par exemple, j'imagine, je suis capable d'imposer avant chaque lancement, vous payez, vous abondez au pot, et si vous êtes parfaitement propre et respectueux de la loi, je vous rembourse, voire même je vous donne un bonus parce que vous avez été très bon, donc un bonus incitatif. Voilà, et si vous n'êtes pas bon, je garde votre argent pour payer le nettoyage. Mais là, donc ça veut dire qu'il faut inventer déjà le fait qu'il faut faire payer les gens, alors qu'aujourd'hui c'est gratuit. Si vous voulez lancer un satellite demain, vous avez le droit.
Il faut inventer un rôle de police à définir. Et ça, on l'a vu avec Fernand et Bruno, chaque fois qu'on venait à l'IADC en disant « ce serait bien qu'on fasse une police, etc., une levée de bouclier immédiate, notamment des Américains, en disant vous n'imaginez pas un policier chinois allant taxer un opérateur privé américain. » Voilà, donc on s'est dit que ça pouvait être les assureurs. Pour chaque lancement, on augmente la prime d'assurance et puis on rembourse si l'opération est correcte. Malheureusement, en orbite basse, il n'y a que 5% de satellites qui sont assurés. Donc ça ne marche pas non plus. Le dernier truc auquel je crois beaucoup, c'est, si vous vous souvenez, je vous ai dit que si vous lancez un nouveau satellite, vous avez 5% de chances qu'il meure pendant sa durée de vie. Donc imaginons, je vais retirer 40 gros débris, 40 c'est déjà pas mal, mais une fois que j'ai retiré ces 40 gros débris, au lieu de 5%, c'est plus que 4%. Donc j'ai gagné 1% virtuel du chiffre d'affaires de mon satellite par an. Mais primo, il va vivre pendant 10 ans. Alors, je sais pas, un bon satellite, il fait 500 millions d'euros par an comme chiffre d'affaires. Les militaires, c'est beaucoup plus. Mais donc, j'économise, entre guillemets, 5 millions d'euros par an. Mais je ne suis pas seul. Il y en a 800 comme ça. Donc, j'économise, où est-ce que j'en suis ? J'économise 3 milliards par an. Donc, si ces 3 milliards permettent de financer le nettoyage, la suppression des 40 gros débris, alors l'activité est rentable. Et c'est très large, c'est-à-dire il y a quasiment un facteur 10 entre la dépense pour aller finalement assurer un espace propre et le... Alors là, le problème, ça marche bien. On a besoin d'avoir un exercice qui soit fait de façon un peu plus formelle et correcte. Donc ça, on avait fait travailler là-dessus des équipes conjointes de Super-Héros et d'HEC là-dessus, mais malheureusement, 3 ans de suite, ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, ils ne sont pas intéressés au truc, donc avis aux amateurs. J'attends quelqu'un qui ait envie de faire le calcul fin là-dessus. Puis après, évidemment, il y aura la mentalité qui est vous me demandez de payer, mais vous savez, ce n'est pas mon satellite qui va être impacté. Oh, je prends le risque. Et voilà. Et là, bon, bref, on cherche comment financer cette activité. Après, on a pas mal de barrières politiques. C'est très clair que c'est proche des activités militaires en orbite. Pour la petite histoire, j'ai été gentiment invité à la DGSE à Paris, qui m'ont demandé « mais qu'est-ce que vous faites là avec ? Vous avez des lasers en orbite, vous allez déplacer des satellites, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc j'ai flippé 2 secondes. Puis après, je leur ai dit « mais je fais ça pour protéger vos satellites. » Et là, ah ouais, on n'avait pas vu ça comme ça. Bon, très bien, continuez. Mais si vous voulez, le premier réflexe, c'est on va intervenir sur une population de satellites actifs là-haut. Vous avez sans doute entendu Florence Parly parler du satellite russe qui s'était approché un tout petit peu trop près d'un de nos satellites militaires. Bon, ça, c'est des activités qui existent tous les jours, de plus en plus. Bon, et donc, comment dire mais vous n'en faites pas, moi, je ne suis pas militaire, je suis juste le camion poubelle. Bon, c'est pas... Puis après, il y a plein de problèmes légaux, des problèmes d'assurance. Bon, mais on essaie d'œuvrer un peu là-dessus, tous azimuts. Allez, dernière solution que j'ai rajoutée il n'y a pas très longtemps, parce que la question venait à chaque fois, c'est est-ce qu'on ne peut pas recycler les débris ? Donc on a regardé, on a fait un beau travail de brainstorming avec notamment le PFL et puis Airbus sur les possibilités de recyclage des débris orbitaux. Alors le premier truc qu'on voit, c'est que malheureusement nos objets en orbite, ils ne valent pas grand-chose. Les matériaux, c'est vraiment des matériaux très communs. Par exemple l'aluminium, 2 € par kilo. Bon. Par exemple, mon étage Ariane, le supérieur, il fait 5 tonnes, dont à peu près 4 tonnes d'alu. Mais même si j'arrivais à le récupérer, etc., j'ai économisé 8 000 €. Ça ne paye même pas l'opération d'aller le chercher et de commencer à le découper. Donc, secondo, en plus, l'aluminium, une fois qu'il a passé, ou le carbone, une fois qu'il a passé 10 ou 15 ou 20 ans là-haut, il n'est pas en bel état, quoi. Il a été usé par... il y a eu un vieillissement en orbite très fort, il doit être constellé de petits trous, d'autres débris ou de micrométéorites, le vieillissement dû aux ultraviolets, etc., etc. Bon, néanmoins, est-ce qu'on peut les recycler en les ramenant au sol ? Non. Là, ramener au sol, c'est extrêmement complexe, il faut des capsules, des boucliers thermiques, parachutes, etc., des coûts prohibitifs, tout ça pour récupérer des trucs qui...
ne veulent pas forcément grand-chose. Alors donc du coup, est-ce qu'on peut les réutiliser en orbite? Alors oui, il y a un truc qui est connu, qui serait la cannibalisation après la panne d'un satellite. Je lance un nouveau satellite, très bien, je ne sais pas pourquoi, mais il est tombé en panne dès le premier jour. C'est dommage parce qu'il avait des très bons panneaux solaires, son ordinateur de bord était vachement bien, voilà, donc je peux imaginer, il faut un peu d'imagination, je peux imaginer que je vais aller récupérer le panneau solaire pour l'adapter à un autre satellite qui précisément avait un problème de panneau solaire. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, hein. L'équilibre économique est complexe à trouver, peut-être quelques niches exploitables. On verra si les fameux Space Tug dont je parlais tout à l'heure, si ça devient une opération courante, quotidienne, et que vraiment ils n'ont aucune difficulté à aller rechercher l'ordinateur de bord et vous le brancher ailleurs, ben, peut-être. Enfin, le dernier point, c'est le recyclage en orbite. Bon, ça, c'est pas évident parce qu'il faut d'abord aller chercher l'objet, par exemple un étage, et le ramener à l'endroit où je vais le traiter. Et bien sûr, ce n'est pas les mêmes orbites, donc c'est déjà très coûteux. Il faut un véhicule pour faire du rendez-vous, puis le transfert, etc. Puis après, il faut préparer les débris pour une nouvelle utilisation. Donc, par exemple, les découpes et autres. Alors, ce qu'on a vu et ce qu'on a étudié, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait s'en servir comme matériau primaire pour des imprimantes 3D. C'est-à-dire, vous récupérez le gros paquet d'aluminium, vous le réchauffez pas mal de manière à le ramollir. Alors, il ne faut pas le vaporiser, parce que sinon, vous le liquéfiez, sinon vous ne savez pas quoi en faire. Mais vous le ramollissez suffisamment pour après le presser et le passer dans une extrudeuse. Et de ça, vous sortez un fil qui va servir à alimenter une imprimante 3D comme celle-là, qui est à bord de l'ISS. Bon. Je ne sais pas très bien la qualité du fil, peut-être que je préférais un fil neuf, mais bon, pourquoi pas. Alors sinon, il y a une autre possibilité qui est beaucoup plus bovine, c'est je découpe des grandes tôles et je m'en sers comme blindage pour protéger d'autres satellites. Et ça c'est pas idiot, parce que là, c'est vraiment facile à faire, je m'en fiche que la qualité soit pas très bonne. Ce que je veux, c'est juste avoir une ou deux parois de plus pour protéger mes satellites. Je ne l'ai pas fait dès le départ, parce que sinon, c'était trop lourd, trop cher à lancer, etc. C'est assez facile à faire, il faut des petits stand-off plastiques de manière à pouvoir se coller sur les parois, pourquoi pas. Et alors le truc amusant, c'est quand on rentre un peu dans le détail de ça, ben on se rend compte que finalement 8000 tonnes, c'est pas beaucoup, hein, que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de débris. Hein, donc bon, on arrivait là pour dire qu'il n'y a pas assez de débris. Bon voilà, en conclusion, bon, je vous ai brossé un petit tableau. Au moins, il faut prendre conscience qu'on a quelques inquiétudes vis-à-vis de l'avenir. Premièrement, on a un respect très médiocre de la réglementation internationale. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on l'a mise en place, hein, 95 les premiers textes, etc. Aujourd'hui, en orbite basse, bon, il y a à peu près 64% d'émissions qui respectent les règles. Mais ça veut dire déjà, dans ces 64%, qui peut sembler pas mal, hein, mais il y en a plein qui sont à moins de 600 km d'altitude, donc qui rentrent déjà en moins de 25 ans. En plus, il y a plein de tout petits, des CubeSat, par exemple, qui ont été lancés depuis l'ISS, et qui donc là ne posent pas de problème, ils ne peuvent pas exploser, il n'y a pas de propulsion à bord, et ils rentrent très vite. Donc si on élimine ça un peu, on regarde juste les satellites à plus de 600 km d'altitude. Là, il n'y a plus que 17% de satellites qui respectent la réglementation. Et si je regarde même maintenant que les gros, les 100 kg ou plus, il n'y a que 6% des satellites qui respectent la réglementation. Et là, ça, franchement, c'est un peu décourageant. Enfin, pas décourageant, hein, mais c'est pas beaucoup. Hein. Toute notre réglementation se base sur le fait qu'il faudrait respecter nos recommandations avec une probabilité d'au moins 90%. Même à 90%, comme je vous ai montré, ça continue à augmenter. Mais si on veut que ce ne soit pas trop grave, il faut quand même respecter à 90% ou plus. Donc quand on en est à 6%, ce n'est pas terrible. Il y a encore de très nombreuses fragmentations en orbite. Il y en a près de 500 à ce jour. Par exemple, le 30 août dernier, il y a eu une collision sur un étage Centaure, Atlas 5, qui a fait 491 nouveaux gros débris. Alors, quand j'ai demandé à mon homologue NASA, mais quand même le Centaure, il était passivé, parce que c'est un étage qui est tellement vieux, il m'a dit « j'ai pas le droit de te répondre, c'est une mission militaire ». Bien,
Les 491 débris ne sont pas dans le catalogue, bien sûr, c'est des objets militaires. Et la présentation avait été faite par un collègue russe, Vladimir Agapov, donc, ce qui a généré un petit vent intense avec l'Américain qui me disait c'est très très grave, il faut qu'on réagisse et tout. Bon, voilà, mais c'est la réalité du quotidien. On a encore plein de fragmentations. Dont on n'est pas forcément au courant, qui ne sont pas dans le catalogue et autres. Deuxième truc, il y a un très grand nombre de CubeSat. Alors, c'est des nanosatellites, c'est des tout petits satellites. Voilà, par exemple, un CubeSat célèbre qui s'appelle Planète, qui est une petite caméra. Alors, ça fait 30 cm sur 10 sur 10, et c'est un petit télescope. Donc, la finalité de ce petit télescope, c'est de filmer, de prendre des photos à la surface du globe. Donc, pour le moment, ils en ont à peu près 150, comme ça, en orbite, ou 180 en orbite. Aujourd'hui, ils arrivent à prendre une photo de n'importe quel point de la Terre une fois par jour. Mais ils sont jurés que bientôt, ils arriveront à une fois par heure. Et le principe, c'est un service offert à tout le monde. Sur votre smartphone, vous pouvez tapoter pour avoir la photo de la piscine de la voisine. Ou plus sérieusement, si vous êtes Carrefour, qui demande une photo du parking d'Auchan, un jour de promo, de manière à vérifier. Enfin, il y a un marché énorme là-dessus. Et donc, c'est des satellites qui sont faciles à faire. Il y a des centrales d'achat pour ces CubeSat, où vous pouvez acheter une centrale inertielle pour 2300 € qualifiée, etc. Enfin, c'est des trucs sur lesquels on n'était pas habitué du tout. Et du coup, ça explose, littéralement. Il y en a eu 430 en 2017. On s'attend à beaucoup plus que 500 par an à partir de 2018. Et là où c'est gênant, c'est qu'ils n'ont pas de propulsion à bord. Ils ne sont pas capables d'éviter une collision, par exemple. Ils ne sont pas forcément bien fiables. Il y a énormément de satellites étudiants. C'est super, c'est formidable. Si j'étais étudiant, j'adorerais faire un CubeSat. Mais bon, après, un satellite étudiant, ça marche pas. Il y a à peu près 50% des satellites étudiants qui tombent en panne avant même d'avoir été lancés. Donc, bon, voilà. Et ça donne des situations qui sont assez critiques. Voilà, par exemple, un lancement qui était assez sympa. Ouais, ça marche. Eh bien, alors attendez. PSL VC-37 with the Cartosat 2 series spacecraft and 103 co-passenger nanosatellites lifted off majestically on 15th February 2017 Formidable, j'ai même pas la main, mais bon. hours IST from SDC Sriharikota, Lancement de PSLV indien. Donc je vais vous passer un peu tout ça. Vous avez les différents événements, largage des boosters, largage des satellites principaux, troisième étage, les satellites principaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, si vous regardez ici, vous voyez tous les petits satellites qui sont lancés pendant cette mission-là. Donc, c'est essentiellement des planètes. Il y en a eu 104 lancés en même temps pendant cette mission-là. Et vous voyez, là, je vous promets, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Personne n'avait jamais vu 30 satellites en même temps sur une même photo. Et là, vous voyez, ils sont juste balancés par-dessus bord, ils tournent un peu comme ça, bon, et puis on les balance. Et donc, quand on s'est un peu ému en disant, mais quand même, est-ce qu'on peut contrôler un peu? Les Indiens ont garanti que vous en faites pas, bientôt on battra notre record. On a un vol prévu avec 150 satellites. Bon, on ne sait pas très bien où on va avec ça. Bon. Mais il y a peut-être pire. Si. C'est ce qu'on appelle les méga-constellations de satellites. Alors, une constellation, c'est un réseau de satellites qui travaillent tous ensemble. Et donc, il y a des constellations qui sont prévues. Par exemple, une constellation qui s'appelle OneWeb, c'est des satellites de télécommunications, c'est de la fourniture d'Internet partout sur Terre. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un petit millier de satellites répartis partout autour de la Terre. Hop. Ouais, c'est formidable, ça marche. Voilà. Là, chaque point représente un satellite. C'est pas trivial à voir, mais chaque point représente un satellite. Le cône, c'est le cône de répartition des émissions au sol. Et vous voyez, au voisinage du pôle, il passe un satellite toutes les 9 secondes au même endroit. Donc là, il
faut espérer que tout se passe bien. S'il y en a un, alors évidemment, s'il y en a un qui explose, ça va semer un pataquès sympa. S'il y en a un qui tombe en panne, mais qui est sur une orbite un peu différente, ça va être très complexe à éviter. Donc là, quand on a interpellé nos collègues de OneWeb, primo, c'est formidable parce qu'ils sont très très conscients du problème que ça pose. Donc ils ont prévu de se placer à 1200 km d'altitude. Pourquoi 1200? C'est facile, c'est là où il y a le moins de débris aujourd'hui. Donc ils y vont. 1200, c'est stable pendant 2000 ans. Donc ils ont bien conscience que s'ils perdent un satellite là-haut, ça va perturber leur constellation pendant 2000 ans. D'où le truc, ils se sont dit, primo, on va avoir une fiabilité phénoménale. Je vous disais, nous, on vise 90%, on préconise 90%. Ils se sont fichus de nous en disant, mais 90%, c'est pas bien. Nous, on fera 99,99. Alors on les regarde, on dit, oui, ben, c'est bien, bravo, très bien. L'un des gros problèmes, c'est que ce n'est pas des opérateurs de satellites, c'est des GAFA, Google, Amazon, etc. Et très, très Silicon Valley, c'est-à-dire ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Chapter 11, ils vendent 1 euro à un opérateur singapourien qui va se dire super, j'ai fait l'affaire de ma vie, qui va opérer, qui va se rendre compte que finalement ça ne marche pas et qui va revendre à on ne sait pas qui. Donc qui est responsable de tout ce qu'il y aura au-dessus de nos têtes? On ne sait pas bien. Et donc ce qu'on voit, c'est que même s'ils étaient parfaitement respectueux de la réglementation, ils sont critiques, vraiment, à cause de fiabilité. Alors, il est prévu, le dernier recensement, il y aurait entre 0 et 20 000 satellites, le 0 est possible, entre 0 et 20 000 satellites dans les 10 ans qui viennent. Pour se donner une idée, quand même, aujourd'hui, il n'y a que 1500 satellites actifs en orbite, donc on propose de multiplier ça par un facteur 10 à 15. Quoi. Dernière nouvelle, qui est une bonne nouvelle, on va disposer d'un nouveau radar, très bien, américain, militaire, qui s'appelle le Space Fence, qui va peut-être arriver en 2019, et qui devrait détecter des objets non plus de la taille du poing, mais plus petits, de l'ordre de 3 à 5 cm. Et donc ça veut dire, au lieu d'avoir 20 000 objets catalogués, on en aura 200 000. Et donc, bon, c'est une bonne nouvelle, mais limite. Pour la petite histoire, par exemple, les collègues américains disent la station internationale manœuvre 4 fois par an. Okay, rien que l'arrivée de OneWeb, seule, du fait que ça monte, ça descend, etc., va multiplier le risque pour la station par un facteur 8. L'arrivée de Space Fence va multiplier le nombre d'alertes collisions par un facteur 10. Donc 8 x 10, 80 x 4, 320, ça veut dire qu'il faudrait manœuvrer 1 fois par jour. Donc ça veut dire que la station est morte. On peut pas, évidemment, on ne peut pas faire une expérience en 0G en manœuvrant tous les jours. Donc il y a urgence à trouver des nouveaux moyens, une bien meilleure connaissance des orbites, ou prendre des risques, on ne sait pas trop. Et donc là-dessus, ça discute ferme au niveau international aujourd'hui, avec des initiatives en cours autour de ce qu'on appelle le Space Traffic Management, qui souvent est un petit peu théorique. C'est du genre, je viens de gauche, j'ai priorité. Bon, dans le spatial, ça ne marche pas comme ça. Mais... Donc les gens s'excitent énormément sur le Space Traffic Management. Malheureusement, c'est pour une vision très partielle, donc vraiment visant juste les satellites actuels, actifs, manœuvrants, et très court terme. Ça ne voit pas du tout l'effet des collisions long terme et de l'emballement à long terme. Donc voilà, j'espère avoir montré un certain optimisme quand même. Voilà. Pour en savoir plus, donc il y a un excellent rapport pondu par l'IA, qui est un rapport technique, spécialisé, qui est téléchargeable depuis le site de l'IA, en freeware ici. Et puis il y a mon excellent bouquin que vous ne manquerez pas de trouver à la sortie. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, vous m'envoyez juste un petit mail, christophe.bonal@cnes.fr. Et encore 1000 merci d'être venus si nombreux, c'est vraiment formidable. Donc, pour le... ouais, 1h30, oui. Allez, quelques questions, si quelqu'un a des questions évidentes. Poum, poum, poum. Ou bien il faut les digérer un petit peu quand même.
même en bourrant, même en sautant des pages, 1h30. Hein. Oui. Oui. À propos des satellites un peu nettoyeurs pour les débris, vous allez devoir les envoyer dans l'espace, mais pour ça, il faut utiliser des lanceurs. Est-ce que vous comptez faire redescendre ces lanceurs ? C'est une très bonne remarque que j'aurais dû citer là. Naturellement, dans les recommandations qu'on a à l'avenir, je les ai citées rapidement, mais les 5 trucs, évidemment, nous, on désorbite tout ce qui monte. Donc la totalité des étages de lanceurs à partir de... Alors pour l'Europe, à partir de 2020, tous les lanceurs seront systématiquement désorbités dans le Pacifique. Donc évidemment, on ne laisse rien. Et ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus au niveau international, notamment parce qu'on râle contre SpaceX, par exemple, qui ne le fait pas. Mais donc, progressivement, on le fait. En Europe, pour le moment, c'est déjà fait avec les Soyuz, les Vega et les Ariane 5 EPS. C'est pas encore fait avec le SCA, parce qu'il a un moteur qui date de 1974 et qui n'est pas rallumable. Mais dès qu'il sera remplacé par le 26, c'est-à-dire en 2020, sera désorbité. Oui. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Et sinon, donc pour mettre en place toutes les normes, la LOS et tout par rapport aux débris, je suppose qu'il faut développer des outils pour prévoir les rentrées atmosphériques. Et du coup, comment ça se passe sur ce marché-là ? Oui, je n'ai pas insisté suffisamment sur le fait que, évidemment, derrière tout ça, derrière ces courbes et autres, il y a énormément de modèles, de modélisation fort complexes, très bien réussis par mes collègues de Toulouse, notamment ici, Juan Carlos Delado Pérez, les équipes de Toulouse. C'est des simulations qui sont complexes parce que il faut voir le nombre d'objets, quelle est la probabilité pour qu'ils se touchent, mais surtout quel est l'effet d'une collision. C'est évidemment pas pareil d'avoir une collision de front ou bien juste d'éviter. Que deviennent les débris, quelle est la typologie de ces débris, où est-ce qu'ils vont, combien de temps est-ce qu'ils restent. Et donc tout ça, c'est des modèles qui sont très très complexes. Alors on a la chance que c'est un sujet qui est très bien partagé au niveau international. C'est-à-dire on travaille très bien avec tous nos collègues internationaux. Donc il y a 7 ou 8 agences qui ont des modèles comparables et qui échangent quotidiennement. Donc on arrive vraiment à avancer main dans la main là-dessus. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Quand on lance 104 CubeSat par OneWeb, est-ce que c'est pas possible d'en lancer que 103 et lancer un SpaceTug qui va venir nettoyer ? Formidable, félicitations. C'est exactement l'idée qui a été présentée au workshop que nous avons organisé au mois de juin à Paris, et ça a été présenté par Airbus Defence and Space. C'est un concept qui s'appelle le Cycler. Si ça vous amuse, je vous enverrai la présentation. Et où ils ont présenté exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, on envoie une méga constellation. Au lieu d'envoyer 36 satellites, on n'en envoie que 35. Et le 36e qu'on met sur une orbite légèrement en dessous, en attente au cas où il y en a un qui tombe en panne. Et voilà, c'est bien. C'est tout à fait prévu. Voilà. Bonjour. Je ne sais pas si est-ce que c'est une solution d'avoir une satellite d'aspirateur. Alors le problème de l'aspirateur, c'est l'aspirateur, il faut de l'air. Vous êtes dans le vide. Donc, il n'y a rien à aspirer. Et donc, mais c'est une bonne question, parce on a souvent vraiment les réflexes intuitifs, l'aspirateur, ou bien l'aimant, l'électroaimant, ou bien le filet. Et tout ça ne marche pas, parce que l'aspirateur, donc il n'y a pas d'air, on ne peut pas aspirer. L'aimant, un électroaimant, ça ne marche pas du tout dès que vous dépassez une certaine distance. En plus, ça ne marche pas parce que c'est de l'aluminium et du carbone. Donc, le filet, si vous avez fait un rendez-vous avec votre débris et que vous le capturez avec un filet, là, ça marche. Mais si vous essayez juste d'avoir un grand filet et puis en espérant arrêter le débris, là, ça ne marche pas, parce que le filet est juste transpercé. Donc, on a on a toute une collection extrêmement importante, impressionnante de solutions qui ont été proposées. La mieux, c'était une qui avait été proposée par un collègue américain en 2009, d'une boule de chewing-gum molle de 1 km de rayon. Alors, on était vachement polis, on avait dit « Ah oui, très bien. Et comment est-ce que vous la mettez là-haut ?» Et lui, il avait dit, attendez, moi j'ai eu l'idée, c'est à vous de la mettre en œuvre. On avait remercié. Mais voilà, s'il vous plaît.